Il est 22h16 à présent sur Europe 1. Place à la libre antenne avec vous, Catherine Blanc. Bonsoir Catherine. Bonsoir Sophie. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça va très très bien. Bon, on vous retrouve à 23h? Avec grand plaisir. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sur Europe 1, venez faire votre marché en compagnie d'Olivier Pouls. Bonjour, ça va piquer dans le marché de midi sur Europe 1. Nous parlerons moutarde et vous allez voir que ce petit condiment a 1001 utilisations possibles puisque en dehors d'aller la récolter, de la fabriquer avec un maître moutardier, nous la cuisinerons aussi avec la grande chef Amandine Chéniaud. Je vous attends dans le marché de midi. À demain. Le marché de midi, présenté par Olivier Pouls, du lundi au vendredi, à partir de midi sur Europe 1. C'est amusant, surprenant et aussi un peu coquin. C'est ce qui fait la différence entre une soirée ordinaire et une soirée dont vous vous souviendrez toute votre vie. Chez Sinful, économisez dès maintenant jusqu'à 60% sur des jouets coquins grâce aux soldes d'été les plus coquines de l'année sur sinful.fr, sinful.fr. Europe 1, La libre antenne. Catherine Blanc. Bonsoir. Tandis que certains se pressent aux terrasses pour retrouver leurs amis en cette jolie soirée d'été, eh bien moi, ma joie à moi est de vous retrouver sur cette libre antenne où je me réjouis de ce moment de partage, de ce que nous saurons faire ensemble ou entendre de nos échanges. Notre terrasse à nous, elle est au 39-21 et elle est ouverte jusqu'à minuit. Un lieu où évoquer ce que votre journée a généré d'inconfort, de doute ou de blessure, ou bien au contraire d'espoir ou de renaissance comme en témoignait Samuel en début de semaine. Un espace de rencontre entre de parfaits inconnus qui, ainsi libérés d'enjeux de relations sociales, intimes ou familiales, s'offre l'occasion de s'écouter. Un espace vraiment que trop rare. Alors venez donc au 39-21, je vous y attends. Mais si vous n'osez pas vous exprimer à haute voix et préférez les mots pianotés, eh bien je vous invite à faire l'envoi de SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit en lettres capitales et de votre message. Frédéric Dervin réalise ce soir cette émission et au standard, c'est Fanny et Bastien qui vous attendent ce soir au 39 21. Soyez les bienvenus, la libre antenne, c'est maintenant. Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1. Et ce soir, nous allons reprendre Catherine, avec laquelle nous avons terminé l'émission hier, parce que je trouvais peu élégant de terminer rapidement sur le carillon de minuit. Bien que nous nous ayons déjà dit beaucoup de choses, je voulais que l'on fasse, qu'on boucle les choses tout en élégance, tout en délicatesse, et puis peut-être auprès de vous, Catherine, voir ce que vous en avez compris, ce que vous voudriez éventuellement rajouter pour réaiguiller éventuellement ce que je vous apportais. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Est-ce que vous avez passé une belle nuit, d'abord ? Oui, tout à fait. D'accord. Et alors donc, puisque nous avons échangé dans les dernières minutes de la libre antenne, dites-moi un petit peu alors peut-être je vais d'abord rappeler pour nos auditeurs un peu de quoi il s'agissait. Donc vous m'appeliez hier pour parler de votre difficulté que vous avez face à un certain profil de femmes qui vont être à la fois sujet d'admiration pour vous et à la fois sujet de dévalorisation pour vous, puisque vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous évaluez par rapport à elles et vous enviez leur compétence à une voix douce, leur compétence à prendre de la place, à imposer leur posture en quelque sorte assez tranquillement, quand vous vous sentez un peu petite ou ridicule en quelque sorte par rapport à ces femmes un peu idéalisées. Donc ça, c'était votre demande, votre questionnement de départ. Et dans notre échange toutes les deux, vous m'avez dit des choses extrêmement importantes, à savoir notamment, pour retenir ce qui a aiguillé un petit peu mon regard et mes propositions d'interprétation, ou en tout cas d'aiguillage pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se joue là-dedans,
vous me parliez du fait d'abord de deux personnages féminins, à savoir votre sœur jumelle, d'une part, et votre maman. Et concernant votre sœur jumelle, il s'agissait donc d'une sœur qui, comme pour reprendre les mots que j'employais hier, un peu moins chanceuse d'un point de vue génétique, puisque née physiologiquement fragile au niveau du cœur, qui lui imposera une opération du cœur quand vous allez avoir toutes les 8 ans. Donc il y avait cela d'un côté, et puis il y avait de l'autre la description que vous faisiez de votre maman. Une maman au quotidien plutôt à la voix douce, délicate, qui est d'ailleurs un des sujets qui vous attire beaucoup quand vous rencontrez chez des femmes cette compétence, mais à la fois une maman qui pouvait tout d'un coup virer à l'anxiété majeure face aux chiens, mais pas seulement, et qui tout d'un coup pouvait partir dans des crises d'anxiété forte qui la faisaient un peu partir en vrille et certainement vriller votre rapport à elle dans une relation où vous trouviez qu'il n'y avait pas péril en la demeure et qu'elle, elle faisait tout un drame. Et donc, ce que je vous disais, pardon pour ce préambule un peu long, vous me corrigez si je me trompe. Non, oui. D'accord. Oui, je vous corrige, mais il n'y a pas de quoi vous corriger là. D'accord, très bien, merci. J'essaie d'avoir une bonne mémoire, mais je pourrais être un peu défaillante. Vous savez, le soir, parfois, on fatigue. Je comprends. Donc, ce qui en fait m'avait fait vous dire en fait que ce que je trouvais intéressant, puisque on avait plaisanté d'ailleurs toutes les deux, vous vous appelez Catherine, je m'appelle Catherine, et d'une certaine manière, vous avez choisi d'appeler cette libre antenne-là et pas une animée par Sana Blanger par exemple. Donc, d'une certaine manière, nous rejouons toutes les deux, tout à fait incidemment, une sorte de gémelléité, et avec justement, je suis la voix du micro, donc je suis la fameuse voix, la voix éventuellement douce ou qui se fait douce. Donc c'était intéressant que vous m'appeliez parce que vous vous confrontez justement à ce qui fait votre difficulté, et vous disiez d'ailleurs votre énervement, le cas échéant. Et donc tout ça me renvoyait, en tout cas me donnait le sentiment que ce qui se joue pour vous était dans votre relation notamment avec cette sœur que vous aimez par ailleurs beaucoup, avec laquelle vous avez créé une relation de grande intimité et de fusion, comme souvent dans les jumelles, mais pas seulement, parce que c'est pas parce qu'on est jumelles et que du coup on est très liés qu'on n'est pas aussi animé d'une certaine hostilité inconsciente, s'entend. Et surtout quand l'enfant qui est à côté de nous est fragile, et parce qu'il est fragile, d'une part, il sollicite plus l'attention maternelle et du coup éloigne la mère de l'enfant qui va bien, donc ce qui crée évidemment un conflit de rivalité important et un sentiment d'injustice à l'égard de la maman. Et puis par ailleurs, comme dans toutes les fratries, là il ne s'agit pas seulement de la gémelléité, mais on a toujours un accueil très modéré de ses frères et sœurs, avec une envie bien sûr inconsciente, un peu meurtrière, j'allais dire, sauf que heureusement nos frères et nos sœurs vont très bien et du coup ça ne nous inquiète pas. Sauf que quand ils sont fragiles, on est très inquiet à l'idée qu'ils puissent justement pour de vrai, qu'il puisse leur arriver quelque chose pour de vrai, ce qui crée évidemment une grande culpabilité. Et donc, j'en termine là, pardon, amis auditeurs, de ce démarrage un petit peu long, mais donc j'en termine sur ce point, c'est j'imaginais volontiers, en tout cas je comprenais que vous puissiez être dans une situation d'ambivalence. D'abord, pour avoir l'attention maternelle, il vaut mieux être la fragile que la forte. Et puis, deuxièmement, donc vous sous-évaluez pour rester la fragile alors que vous êtes par essence la forte. Et puis, par ailleurs, le sentiment d'avoir peur d'être la forte puisque écrasante de la faible, qui, là encore, vous fait vous sous-évaluer et éventuellement vous tirer une balle dans le pied en ayant vraiment une lecture de vous très dévalorisée. Voilà un peu ce que nous nous disions rapidement à la fin de l'émission. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un peu si d'abord ça vous paraît clair, si ça vous paraît sensé, si ça a fait écho, si ça derrière apaisé un peu les choses ou ça vous a donné matière à réflexion. Je vous écoute, c'est à vous. Oui, alors en effet, ça a fait écho. Alors tout d'abord, ça a été très très clair. Il y a des choses qui faisaient écho, je dirais, de façon
où j'étais d'accord. Je comprenais le fait, en effet, d'attirer l'attention maternelle en étant peut-être faible. Sur la fin de de vos propositions de rester, alors j'ai peut-être pas très bien compris aussi, donc là je vous propose de me corriger, mais j'ai cru comprendre un petit peu aussi inconsciemment ou consciemment en tout cas de rester un peu dans cette position de faible ou de se tirer une balle dans le pied comme ça en me dévalorisant. Là ça me parlait pas trop. Par contre, je souhaitais vous faire part du fait que juste à la fin de notre entretien, il y a une phrase que j'ai lue dans un roman je crois que c'est Amélie Antoine. Qui m'est revenue, et c'était, alors je vous la traduis, je vous la cite pas mot pour mot parce que c'est un souvenir, mais en gros c'était l'enfant a envie de grandir pour ne plus avoir peur. Oui. Non, souhaite devenir adulte, voilà, pour plus avoir peur, et l'adulte a peur mais il le cache, un truc comme ça. Et moi, ce qui alors j'ai eu d'abord cette phrase, et en fait, depuis, je ressens une sensation, alors pas très forte, mais en effet, il y a cette histoire de peur autour que je ressens un petit peu autour de cette histoire. À la fois, je vous disais que ma maman, donc ça, je me souviens un petit peu que face à ces peurs que je trouvais, je pense au début, c'était un peu, ça se transmet quand on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe. Donc c'était un peu la panique avant de comprendre que attends, il y a peut-être comprendre et grandir que non, là il y a vraiment pas de quoi. Donc c'est un truc qui m'énervait en effet, parce que je trouvais qu'elle paniquait, et puis elle nous transmettait une panique qui avait pas lieu d'être. Et j'avais l'impression que ça, c'était un truc que je voulais pas, surtout ne pas être comme ça. Absolument. Parce que ça me rassurait pas en fait, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et d'un autre côté, justement, autour de cet épisode, quand vous avez parlé de la forte, je pense qu'en effet, il y a un moment où je sais que j'étais, je vous disais qu'avec ma sœur, on avait une certaine complicité, puis qu'on avait tendance à se protéger mutuellement. Donc il y a des moments où quand elle sent que ça va pas, elle va me protéger, et inversement. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, à la fois ma mère, et là je pense que vous avez raison, de façon inconsciente ou consciente, en tout cas je m'en souviens pas, elle doit transmettre malgré tout son inquiétude, parce qu'elle est évidemment, je pense, inévitable, en tout cas fortement légitime. Et moi je ne sais pas si c'est un faux souvenir ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que moi, pour aider ma mère, il ne faut pas que je sois inquiète, et malgré tout, je suis inquiète. Je n'arrive pas, donc j'ai peur, mais je ne veux pas le montrer. Oui. Je ne veux pas être comme ma maman. Et il y a un truc autour de la peur qui me parle. Et après, quand je repensais, et là, je me sens, mais j'ai l'impression en fait, je suis une grande. J'ai peur, j'ai énormément peur. J'ai peur de tout, et j'étais timide, c'est la peur. Au début, je me disais, mais non, mais j'avais pas peur, mais si, en fait, j'ai super peur. J'ai plein de peur. Et d'un autre côté, je me souviens que j'étais un peu le garçon manqué. Et d'ailleurs, ça m'énervait quand on disait ça, ma marraine. Elle disait que vous étiez un garçon manqué. À ma mère, je t'entendais discuter, et puis elle disait ah oui, mais c'est un vrai petit garçon manqué. Ce qui m'énervait, parce qu'à la fois je me retrouvais pas dans une fille, et je me retrouvais pas dans un garçon, parce que j'étais manquée. Mais il y avait peut-être ce côté où il y a un truc où il fallait que je montre pas ma peur, que je sois forte. Oui. Vous voyez ce que vous dites, Catherine, c'est très important, parce que être une maman, c'est malheureusement pas être toute puissante. Or, c'est pourtant ce dont l'enfant c'est ce que l'enfant a envie de rêver et de fantasmer, parce qu'il va s'appuyer sur cette maman, d'abord sa maman, puis après son papa, mais premièrement sa maman, parce qu'au travers notamment du moment de la tétée, que ce soit de son sein ou de son biberon, il va boire un peu toutes les informations, pas seulement le lait, mais toutes les informations qui viennent de la mère, c'est-à-dire l'admiration d'une maman pour son bébé, le temps qu'elle s'accorde à regarder, observer son enfant, la tranquillité qu'elle a quand elle le nourrit. Et puis, évidemment, l'enfant, il boit le lait, mais il n'y a qu'à voir quand les enfants sont allaités, encore une fois, je dis biberon ou sein, qu'importe, ils plongent leur regard dans les yeux maternels. Et en fait, ils boivent autant les informations qui viennent des yeux
qu'ils boivent le lait qui sert évidemment leur corps et l'évolution de leur corps. Et psychiquement, ils sont en train de se nourrir d'informations. Et une maman qui est dépressive, une maman qui est inquiète, une maman qui n'est pas disponible, qui est sur son téléphone ou sur la télévision, alors à l'époque, ce n'était pas les téléphones, mais bon, il y avait la télévision, où il y a les autres, eh bien, évidemment que l'enfant va se nourrir d'une idée encore une fois, nous parlons comme si l'enfant était déjà un adulte, pouvant le nommer ainsi. C'est bien sûr pas comme ça qu'il le nomme, mais il enregistre des informations, et des informations, notamment en ce qui vous concerne, de peur. Et donc, le sentiment, l'enfant à ce moment-là va être nourri de peur, donc comme s'il était plein lui-même de peur, et à la fois, comme votre maman, elle a aussi eu très peur, sans doute, de perdre un de ses enfants. Hein. Donc, ça a dû être un choc terrible pour elle, de savoir qu'elle avait deux petites filles, dont une qui aurait pu passer de vie à trépas. Donc, il y a eu quand même une réalité tangible, ce n'est pas que sa fragilité initiale. Eh bien, évidemment que la fille que vous êtes essaie de trouver sa place. Et trouver sa place, c'est où ne pas surcharger maman, qui est déjà chargée par ma sœur de peur, ou qui génère des peurs, donc c'est protéger ma mère, alors que moi, j'ai besoin d'être protégée. Donc en fait, ce que vous racontez, c'est qu'il y a une force de vie, d'ailleurs, je tiens à vous préciser, entre votre voix d'hier et votre voix d'aujourd'hui, elle a complètement changé. Alors, oui, c'est pas la même heure aussi. C'est peut-être pas la même heure, mais hier, elle était plus enfantine et plus timide et plus inquiète. Aujourd'hui, elle est plus tranquille, elle est plus affirmée aussi parce que... non, je suis un peu plus excitée aussi parce que vous avez fait ces trucs qui sont venus, donc j'ai envie de le partager, quoi. Ah, mais c'est bien. Donc vous êtes en confiance. Vous auriez pu aussi ne pas pouvoir... Tout à fait. Donc vous êtes en confiance. Alors c'est vrai que c'est pas la même heure, vous avez des choses à partager, et puis vous me connaissez un peu mieux, donc le rapport est peut-être... pas à ce point-là quand même. Oui, mais quand on a déjà parlé à quelqu'un, c'est peut-être moins difficile, sans doute. Mais le fait est qu'il y a quelque chose qui s'est posé et qui s'est révélé, et qui est fondamentalement vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas changé du tout au tout. C'est vous. C'est ce que vous êtes capable d'être. Mais régulièrement, vous êtes tenaillé entre ce droit à être tranquille, assuré, et puis parfois, vous avez besoin ou d'être ce que vous avez lu de vous dans le regard maternel, c'est-à-dire l'anxiété possible, pleine d'anxiété, ou ce qui attirera l'attention et fera le soin, c'est-à-dire d'être fragile et d'être donc pétri de peur. Mais régulièrement, vous surjouez la force, puis après, vous avez peur, et puis à d'autres moments, vous surjouez la peur. Quand je dis surjouer, c'est-à-dire que vous fixez, ou vous vous enfermez dans la peur, c'est-à-dire dans une représentation de vous. Ah non, je n'avais pas compris ça, d'accord. C'est-à-dire que vous mentez pas, vous avez pour de vrai peur, mais je veux dire, votre inconscient, vous voyez, dans votre citation, elle est très belle, cette citation, parce que l'enfant, pour échapper au drame de l'enfant, c'est-à-dire la dépendance, et donc tous les risques de la dépendance et tous les risques de ce qui n'advient pas de la part de sa maman, il rêve sa position d'adulte pour s'en sortir. Et puis l'adulte, il est confronté à sa vie d'adulte, et il est confronté à des peurs, et du coup, il rêve l'enfance pour la protection. Moi, j'ai l'impression que dans cette citation, justement, c'était très tôt, ou peut-être en tout cas cette période-là, c'est que j'ai dû cacher ma peur. C'est ça. Pour pas, plus en rajouter à ma mère. Pour pas surcharger maman. Ouais, pour pas surcharger, tout à fait. Et c'est ça qui est toujours très touchant, c'est que les enfants, et moi je l'entends très très souvent dans le cadre de ma consultation, c'est les enfants ont vraiment le sentiment d'être en posture de parents de leurs parents. Parce qu'ils ont très très tôt, les enfants réalisent les faiblesses parentales et se sentent du devoir de compenser, de protéger, de ne pas charger la mule, mais sauf qu'ils ne sont pas encore armés pour faire face à la réalité du monde eux-mêmes. Et c'est comme si vous étiez à la fois dans cette grande force merveilleuse d'avoir observé ça, et du coup c'est la preuve de l'intelligence de l'enfant, mais ça vous a coincé dans un non-droit à prendre le temps d'être protégé avant de devenir vous-même capable d'étendre vos propres ailes d'adulte. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des femmes auxquelles vous vous identifiez par un détail, leur taille ou ce que vous voudriez être, etc., eh bien, tout d'un coup, c'est exactement ce que vous voulez être, et à la fois ce que vous ne vous permettez pas d'un côté, et à la fois ce que vous n'arrivez pas de l'autre. Vous voyez, il y a une sorte à la fois d'interdit et à la fois d'impossibilité, parce que vous n'avez pas eu votre temps à vous, comme votre sœur a pu l'avoir, malheureusement d'ailleurs, mais le temps du soin pour elle.
Oui, bah tout à fait. C'est à peu près ce que si on s'est bien compris, c'est ce que je me disais en disant que quand je rencontre ce genre de personnes, il y a à la fois donc cette admiration en me disant oh bah elle arrive à être forte, elle arrive alors que moi j'y arrive pas. Je cache ma peur, mais je me fais peut-être un film aussi, mais en tout cas j'ai l'impression que cette personne elle arrive et que parfois moi à la fois je cache ma peur, mais j'ai peur et là j'ai besoin d'être aide-moi un peu là parce que là parfois c'est un peu lourd, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de il y a comme un appel au secours et puis quand je vous disais ce qui m'énervait, c'était à la fois donc j'aurais tellement voulu être pareil et que non, je sens bien que j'ai des peurs, mais que je me les cache aussi moi-même en les cachant aux autres. Et puis, mais parfois malgré tout ça ressurgit. Et d'autre part, j'ai tellement peur, j'ai tellement besoin de cette personne et peur de pas être qui est pas son attention, de pas obtenir son attention et donc de pas être vue de cette personne, que j'en deviens paralysée et que j'ose même pas. Non seulement je suis pas moi-même, mais je suis vraiment parfois paralysée, quoi. Et oui, parce que c'est ce qui attire l'attention maternelle, où je dois être en charge de la protection maternelle, donc je dois être sans peur, ce qui n'existe pas pour un enfant, qui est évidemment perclus de peur, ou pour attirer l'attention, il faut que je sois comme ma sœur en fragilisation, et donc que pour attirer le soin maternel qui va renoncer à sa propre peur et va se mettre en charge de sa fonction. Et effectivement, du coup, c'est un cercle vicieux dans lequel Oui, alors vous êtes. c'est ça, j'allais vous dire, et alors, Et on fait docteur, quoi? comment je Et fais? voilà, et so what? On a compris, maintenant on fait quoi? Ça, c'est évidemment toujours la question. Alors comme évidemment, tous ces mécanismes-là ne sont pas des mécanismes que vous avez programmés consciemment, ce sont des mécanismes d'organisation psychique. Donc le fait déjà de s'en parler, le fait de les comprendre, c'est une façon déjà de les bousculer pour que l'organisation se fasse autrement. Donc tout à fait indépendamment de votre volonté consciente. Ceci étant, votre conscient est là pour l'accompagner, c'est-à-dire toujours un peu plus fouiller quels auraient été les enjeux. Alors, si on allait plus loin, eh bien, c'est quels seraient les enjeux, quel risque y a-t-il à devenir forte, parce que c'est ça, parce que si je ne lâche pas ma faiblesse ou mon doute, et si je crois que ma seule force est factice pour protéger et pour être aimée, eh bien, finalement, je ne suis que dans un factice de fragilité ou dans un factice de force, et je n'arrive pas à trouver tranquillement le cheminement d'une adulte qui, naturellement, comme tout un chacun, il y a des points de force, et puis il y a des points de faiblesse, il y a des points sur lesquels nous avons peur, tous, moi y compris, et puis il y a des points où on a trouvé de la sécurité chemin faisant. Mais oui, parce que personne n'est tout puissant, bien sûr. Et parce qu'il suffit, vous savez, de changer un peu la posture, de changer sa zone de confort pour retrouver tout d'un coup le démarrage d'une nouvelle montagne à gravir pour chacun d'entre nous. Or, évidemment, vous avez une vision que la force, c'est une force inébranlable et que rien à côté ne pourra jamais plus vous faire peur, ce qui n'existe évidemment pas. Non, mais je suis restée avec cette croyance d'enfant, je pense. Bien sûr. Parce que j'ai cette image de... moi, à l'époque, le super-héros, il n'y avait pas trop de femmes super-héros, c'était Spider-Man. Ben oui. Et je le vois là. Et je m'identifiais à Spider-Man. Ah, c'est pas mal. Et je ne l'ai jamais vu pleurer, moi, Spider-Man. Je ne l'ai jamais vu crier de peur. Je ne l'ai jamais vu toujours calme, en haut de sa tour, là, en train de regarder la ville. Et hop. Et pouvoir arriver, sauver tout le monde. Vous voyez, vous avez choisi un personnage qui sauve. Le super-héros, il est non seulement fort, mais il sauve. Mais il est solitaire. Il ne peut rien créer. Mais il est solitaire, et en fait, tout ça en drame, il est au niveau du sujet amoureux. Et parce qu'il ne peut pas aimer, parce qu'il doit sauver la Terre entière, et que sauver la Terre entière ne le rend pas disponible à être un homme qui aime tranquillement, qui le rencontre et l'aime en retour. Et puis je vous rappelle, vous voyez, c'est intéressant que vous ayez choisi ce super-héros, parce que c'est un super-héros qui porte en lui une grosse culpabilité, puisqu'il est à l'origine de la mort de son grand-père, il a perdu lui-même ses parents. J'étais en train de réfléchir, il me semblait qu'il avait perdu ses parents, en effet, C'est et ça. je me souviens, vous savez, mais bon, à l'époque, les super-héros, mais c'est vrai que je l'ai choisi quelque part, c'était Mais soit bien sûr. Scooby-Doo, soit lui, donc je préférais, en effet, lui, mais je me souviens qu'en effet, il n'avait pas ses parents. Donc vous voyez, c'est un héros qui porte une culpabilité, le sentiment d'avoir une responsabilité dans le décès de son grand-père, qui a perdu ses propres parents, qui est orphelin. Ça raconte bien, vous n'êtes pas du tout orpheline, mais le sentiment que vous avez pu avoir
d'une certaine solitude. Pourtant, il y avait ce que tout le monde de l'extérieur pourrait penser quelque chose d'assez uni, ne serait-ce que cette gémelléité, ne serait-ce et cette autoprotection, interprotection que vous vous proposiez l'une l'autre. Mais dans la réalité, et surtout que, comme vous le disiez pour ceux qui n'étaient pas là hier, ce qui ne vous ont pas écouté, c'est que cette anxiété, ou ce sentiment de dévalorisation date de l'âge justement où votre sœur s'est fait opérer, d'où le fait que j'orientais sur quelque chose lié à elle, donc un mélange de sa faiblesse et votre force, du besoin de protéger tout le monde, du besoin d'apaiser tout le monde, de la recherche de votre propre place. Et finalement, le Spider-Man, il est en haut de la tour, il n'est pas avec le monde. Et puis en réalité, c'est pas un grand, c'est pas un fort, c'est pas comme Superman. Il n'est pas tout plein de muscles, c'est un jeune homme. C'est-à-dire, il est pas, c'est pas le personnage adulte et abouti. Il a un cœur d'enfant. Mais il était courageux. Voilà, et je crois que vous êtes une femme courageuse, mais qui est régulièrement rattrapée par sa peur, qui a été courageuse trop tôt et qui n'a pas eu le temps de gagner tranquillement ses armes et sa carapace. Et résultat, vous avez joué à plus forte que vous n'étiez plus tôt parce que c'était une question de survie. Et maintenant, vous réalisez tous les dangers de la vie, quand je dis dangers, sans parler des grands dangers, les dangers de rencontrer des gens, parler, vous positionner, vous donner de la place. Et tout ça, c'est du risque. Tout modéré, bien sûr, mais c'est du risque. Et tout ça vous fait peur. Oui, c'est vrai que me positionner, comme là vous venez de dire, je pense que c'est c'est ce qui me fait le plus peur. Ouais. Oui, en fait, vous attendez qu'on vous donne une place que vous ne savez pas prendre vous-même. Or, malheureusement, on peut vous faire toute la place. Quoi, excusez-moi, là, Oui, non, mais justement, vous la prenez, votre place, c'est très bien. Coupez-moi. Hier soir, vous aviez parlé avec une auditrice, vous parliez de légitimité, quoi, de trouver sa place légitime, un truc. Il y a un truc qui... Et là, à la fois, ça me parlait, dans le sens où c'est un truc, en effet, je sens que je me sens pas toujours, j'arrive pas à me sentir légitime, voilà. Je sens pas cette légitimité. Oui, puis en plus, on vous a dit que vous étiez un garçon manqué, alors que vous êtes tout sauf un garçon. Donc, si vous êtes un garçon manqué, alors que c'est même pas reconnaître que vous êtes une fille. Être une fille n'est pas être un garçon manqué, et être une fille réussie. Vous êtes une fille réussie. Justement, vous êtes réussie, vous n'avez pas de problème cardiaque, vous êtes une fille parfaitement réussie, et pas un garçon manqué. Et ça, c'est un truc qu'il faut que vous arriviez à porter tranquillement, sans culpabilité. Et ça, c'est voilà, la distribution de la génétique ne vous appartient pas. Vous n'avez rien volé à personne, vous n'êtes coupable de rien, et vous n'avez rien à réparer du tout, du tout. Vous avez juste au contraire, on vous a donné la vie avec des possibles. Votre devoir est d'en faire des possibles. Ouais, ça reste très flou là pour moi. Ça... Oui, mais je comprends. Et vous savez, c'est normal que ça reste très flou parce que c'est justement toute votre difficulté. Donc à ce moment-là, il y a le cerveau qui bug un peu. C'est logique, mais l'avantage, c'est qu'il y a des replays. Vous pourrez réécouter jusqu'à ce que le cerveau veuille bien entendre. donc ça, c'est chouette. Mais sinon, je vous invite vraiment, c'est un joli sujet. Ne restez pas là-dessus, ne restez pas enfermés dans votre coquille. Vraiment. Allez. Non, c'est un peu l'idée. Je pense que si j'ai appelé, c'est aussi un peu l'idée. C'est que justement, j'ai envie de... J'aimerais bien dépasser cette étape je sens aussi que parfois c'est une histoire de bascule, quoi. J'ai l'impression que je suis pas loin, ou pas, quoi. C'est difficile de dire, mais je suis pas, j'ai pas désespéré de progresser à ce niveau-là, mais puis parfois un peu moins d'ailleurs, c'est vrai, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai appelé. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous en remercie. J'espère que vous saurez, que ça vous a déjà fait du bien, que ça a ouvert des pistes, puisqu'on est là pour ouvrir des portes un peu dans la conscience que vous pouvez avoir de votre propre situation. Et n'hésitez pas, ou à nous rappeler, bien sûr. Entre-temps, pensez, rêvez, réfléchissez, associez des idées. Vous allez voir, vous allez tirer un fil et dérouler tout doucement, tout en délicatesse, votre pelote. Et sinon, faites-vous aider. Il y a des psys qui sont là pour vous aider à tirer ce fil, tranquillement. Mais sinon, on est là. On est là de toute façon. D'accord.
Ok. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, j'étais ravie de cet échange avec vous, Catherine. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment. Vraiment. Prenez votre place. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au Merci, revoir. au revoir. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et c'est toujours le 39-21 pour joindre le standard où Bastien et Fanny vous attendent. À présent, nous allons parler avec Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors, racontez-moi. Je suis heureuse de vous avoir au bout du fil. Eh bien, partageons ce bonheur. Moi aussi, je suis heureuse. Voilà, alors, je vous téléphone, je vais vous dire le motif. D'abord parce que ce qui m'a charmée tous ces jours-là, c'est votre voix Merci. et votre manière très calme, très pédagogique d'expliquer les choses. Alors, je vous explique. Alors, dites-moi. Je vous appelle parce que j'ai un mari très malade. Il est à son 5e cancer. Je pense qu'on va l'hospitaliser dans la nuit ou demain matin pour lui faire une perfusion avec des antibiotiques. Les 4 cancers précédents sont en rémission, D'accord. mais le cancer du rein s'aggrave. Il a perdu un rein. On ne l'a pas mis sous dialyse et pour l'instant, il ne mange plus. Il a une très forte température. Il ne veut entendre parler de rien. Il se nourrit de petits pots très, très caloriques. Un par jour, c'est à peu près. Il a perdu 15 kilos en l'espace de 20 jours. C'est les petits pots protéinés, hein, c'est ça, hein, oui, c'est ça. Voilà, d'accord, C'est ça. oui. C'est le médecin qui lui Très donne, bien. qui le suit. Mhm. Et donc, c'est un taiseux, mon mari. Il ne dit jamais qu'il a mal. Il ne dit jamais ce qu'il pense. Il fait tout en cachette. Il a toujours été comme ça. D'accord. Alors moi, je suis handicapée. Je me déplace en déambulateur. Je vais être opérée dans 8 jours. Et donc, le médecin m'a mis de force à l'hôpital pour quelques jours et ensuite en maison de repos. D'accord. Alors, je ne sais pas, et le médecin elle a fait d'autorité, hein, je ne sais pas qui lui a téléphoné. Ce qui est bien pour vous, parce que du coup, vous êtes dans un lieu de calme et de protection, ou au contraire, Oui. ça vous a extrait de chez vous et ça vous a fait perdre vos repères? Non, ça m'a pas fait perdre mes repères. Quand je suis rentrée de l'hôpital, quand j'ai vu le chirurgien, je dis ouf, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit d'être moi-même, je n'existe plus et j'avais les idées noires en disant je veux que ça cesse, je veux que ça cesse. Alors quand je suis comme ça, j'ai des chansons qui reviennent qui expriment mon état interne, si vous voulez. Le chant, j'exprime ma souffrance par le chant. Et quelquefois, c'est le chant qui revient et qui me fait comprendre où j'en suis. Parce que je vais vous dire que j'ai fait un très long travail sur moi-même et que je m'en suis sortie. Je suis arrivée à retrouver un peu ma personnalité. Et là, je suis en train de la perdre. Alors, immédiatement, quand j'ai vu comment viraient les choses, que je n'arrivais pas à tenir, je suis retournée voir le psy qui m'a dit je vais vous aider. Bon, c'est pas une nouvelle thérapie, mais c'est simplement accepter l'autre tel qu'il est. Alors, mais la seule chose qui m'a fait comprendre... pardonnez-moi Nicole, ce que je ne comprends pas pour l'instant, c'est que est-ce la maladie de votre mari qui vous épuise, ou est-ce que, compte tenu de sa maladie... Non, c'est mon handicap. C'est votre handicap, d'accord? Oui, c'est mon handicap. Je sais que j'ai le dossier médical porte lourde pathologie fonctionnelle. Donc, si vous voulez, j'ai quand même ma névrose a quand même fait des dégâts avant, mais si vous voulez, je suis arrivée à les surmonter. Je n'étais plus en souffrance. Et là, c'est une souffrance, et jusqu'à ce que la vie s'arrête, quoi. J'ai vraiment les idées noires. C'est pour ça que j'ai pris la décision de retourner pour me faire aider, pour supporter ce qui m'arrive. Mais si vous voulez, je ne savais pas que ça allait s'aggraver et que l'état de mon mari et surtout ses comportements, pour vous dire, je ne reconnais pas l'homme de ma vie. D'accord, parce que quels sont ses comportements?
Alors, ces comportements, c'est de me faire mal. De me blesser, de ne jamais me dire merci, jamais une tendresse, jamais un échange verbal. On n'a plus de vie sociale. Il n'y a que le silence en face de moi à table, et toute la journée, il est devant la télé ou couché. Et donc, je n'ai aucun rapport personnel, et quand j'essaye d'aborder le problème, il met la télé à fond pour que je ne me parle pas, que je ne puisse pas l'interrompre dans ses... Alors des fois, je lui dis, mais c'est la télé, c'est les pubs, là, pourquoi tu ne me parles pas? Alors il me répond, je n'ai pas envie. D'accord. Et ça, c'est depuis longtemps, Nicole? Non, depuis... ça s'est aggravé, comme je vous dis, ces jours-ci, depuis à peu près 6 mois. Et là, il en est au stade où il ne mange plus et où il a 42 fièvre ou 39. Ce soir, mon fils est venu me voir pour essayer de me dire demain, je lui dis, je t'en supplie, appelle le médecin qui l'hospitalise pour le mettre sous perfusion avec les antibiotiques sous perfusion. Parce qu'il m'a répondu, je lui ai téléphoné tout à l'heure, il est dans la maison de campagne, il s'est isolé, il veut voir personne. Et donc, il veut gérer sa vie comme il l'a toujours géré, c'est-à-dire la solitude, le silence et faire ce qu'il a envie. Alors moi, je suis là au milieu. J'ai le cœur qui a terriblement mal. Je ne peux pas le montrer. Mon corps souffre terriblement parce que tout ça, je passe des nuits entières sans dormir. Donc je me suis dit, je me fais aider. Alors que c'est vrai que quand je vais en thérapie 1 heure à peu près, il me garde à peu près 1 heure, je ressors gonflée. Oui. Voilà. Mais un psy ne dit jamais ce qu'il faut faire. Non. Mais Il non, me parce dit que pas- les il me dit conseillers ne par sont pas les contre pires. de ne pas accepter qu'on me dise tu mérites pas de vivre. C'est ce qu'il me dit. T'es un déchet. Si je suis malade, c'est de ta faute. Tu es responsable de mes analyses. Ça, le psy me dit non, il faut pas accepter ça. Il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Alors je sais pas quoi faire. Je sais pas quelle attitude. Moi, pour l'instant, j'ai l'attitude de soumission, d'écoute. Je crois d'écoute. Mais par moments, j'explose intérieurement. Je dis bien, j'explose. Et ça se traduit. Je voudrais que ça s'arrête. Bien sûr, bien sûr. En fait, Nicole, alors d'abord, ce qui est très compliqué, c'est que votre mari, donc il a subi un premier, un deuxième, un troisième cancer. Là, il est à un 4e cancer, ou 5e cancer même. Et un cancer, les autres ont été, j'allais dire, maîtrisés. Et celui-là, non. Il a des nodules, mais qui ne sont pas activés. Hein. D'accord. Il a passé le scanner avant-hier. Et j'ai lu le scanner, le résultat. Les nodules ne sont pas acceptés, mais par contre, le rein, il y a du souci à se faire. Quoi. Voilà. C'est ce que le scanner indique. Et alors, souvent, on dit du rein que c'est l'organe qui raconte la peur. Et on peut comprendre que votre mari se voit, enfin, il échappe à un drame, il en a un deuxième, il échappe à un deuxième, il en a un troisième. Et là, il est sur le 5e, et le 5e sur lequel tous les soucis se font. Donc, c'est comme si... C'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. Quand il est rentré en me disant, voilà, il me reste un rein et il est foutu. C'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. Mais bien sûr, c'est-à-dire que je crois que votre mari, ce qui l'en excuse nullement, hein, mais on va y venir ensuite, votre mari, il est dans la peur de ce qui est en train de lui arriver. Et sa peur est très forte, elle est très grande, et comme il est peu expressif, qu'il contient tout, d'ailleurs, vous voyez, il a pleuré qu'une fois. Même vis-à-vis des enfants, hein. Il ne dit rien. Bien sûr. Mais mon fils m'a dit ce soir, on vient lui proposer un repas, il refuse. Bien sûr, parce qu'il ne veut pas se montrer tel qu'il est, il veut pouvoir contenir. Et c'est pour ça aussi qu'il n'a pas de vie sociale, c'est qu'il ne veut pas qu'on voit la déchéance dans laquelle il est et qu'il perçoit lui de l'intérieur. Et puis vous voyez, il ne pleure pas
Les reins, c'est ce qui permet d'éliminer l'urine, c'est ce qui permet d'éliminer les liquides, les déchets. Eh bien, il n'y arrive pas à éliminer, même son propre chagrin, sa propre expression de peur, il n'y arrive pas. Et il n'y a plus qu'une chose qui ressort, c'est sa peur en agressivité. Et du coup, c'est son agressivité contre Il a vous. réduit, vous voulez me dire qu'il a réduit sa peur en agressivité? C'est-à-dire que sa peur, comme il n'arrive pas à l'exprimer, comme il ne l'exprime pas tout simplement parce qu'il est tellement normal, tellement légitime d'avoir peur de mourir, tellement légitime d'avoir peur de souffrir, eh bien, au lieu de ça, comme il reste un peu campé sur sa position dans une sorte de barricade intérieure, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de mots qui sortent, donc il garde tout. Et comme il garde tout, évidemment, il explose comme son rein qui ne marche plus, qui ne filtre plus, qui n'élimine plus. Et bien du coup, tout sort en agressivité, tout sort en violence. Et comme vous êtes évidemment la compagne de toujours, comme vous êtes celle qui ne va pas claquer la porte, comme vous êtes, eh bien du coup, il tire à boulet rouge, en plus sur l'ambulance, puisque vous êtes vous-même fragilisé. Est-ce que je lui dis, tu tires sur l'ambulance? Parce que je lui dis, quand tu me vois, quand même, je lui dis, tu vois bien que je peux pas. Je peux pas. Mais bien sûr, et c'est en fait, vous savez, c'est ça qui est assez dramatique, c'est que les couples se font des violences un peu tout au long de leur existence, par-ci, par-là. Et souvent d'ailleurs, quand c'est passé, on n'y revient pas, on s'excuse pas, on n'en apprend rien. Résultat, on continue un bon bout de chemin sans que pour autant on ait fait évoluer les choses, mais ça passe. Et puis après, il y a des événements. Alors à nouveau, ces tensions reviennent. Et quand on arrive au terme de sa vie, parce que la maladie nous y propulse, eh bien évidemment qu'à ce moment-là, on a très peur du gouffre qui s'ouvre devant nous. Et à ce moment-là, toutes les vieilles rancœurs, toutes les agressivités sortent et sortent dans n'importe quel sens, comme un pétard qui se serait allumé tout seul dans la grange et qui sort dans tous les sens. Et évidemment que c'est profondément injuste. Et en plus, tout ce qu'il vous dit, et c'est ça qui est toujours intéressant. Vous savez, quand les gens disent des choses, surtout des choses violentes, écoutez-les, non pas ceux qui sont en train de dire de vous, mais, et ça je ne le dis pas qu'à vous, je le dis à tous nos auditeurs, écoutez ce que la personne qui parle, qui hurle, qui jette son venin, raconte d'elle-même. Quand il vous dit tu es un déchet, il parle de lui et la lecture qu'il a de lui-même. Il devient un déchet et ça le terrorise et on peut comprendre que ça le terrorise. Pour autant, vous ne devez pas en être le réceptacle. Et votre psy a raison, il y a des limites à cela. C'est-à-dire, tant que tu me parles comme ça, c'est-à-dire tant que vous quémandez la douceur, vous quémandez la tendresse, eh bien, évidemment, vous lui donnez la puissance de votre destruction, ce qui lui laisse à penser qu'il est puissant, alors qu'en réalité, il est justement dans le désarroi de se sentir profondément impuissant parce qu'il se meurt. Oui, d'accord. Mais alors, je voulais vous dire, ce que vous venez de me dire là, je le comprends parce que j'ai fait un long travail sur moi-même et en même temps, quand on fait un travail sur soi-même, on travaille aussi le couple. Et plusieurs fois, le psy m'a dit, vous avez beaucoup changé, mais votre mari aussi a changé au cours de votre thérapie. Bien sûr, parce que cependant, il n'a jamais accepté parce que pour lui, et il a osé franchir la porte du cabinet de psy en lui disant, le psy ne voulait pas le recevoir, il n'avait pas le droit. Et il l'a quand même reçu parce qu'il a forcé la porte et il a dit au psy, vous avez fait de ma femme de la chair à pâté. Alors, Nicole, on va poursuivre parce qu'on ne va pas rester sur cette chair à pâté. Donc, je vous prie de nous excuser un instant puisqu'on va avoir un petit flash info et je vous reprendrai tout de suite. Mais effectivement, c'est intéressant qu'il ait quand même forcé la porte du cabinet de psy parce que forçant la porte du cabinet de psy, il est quand même rentré dans ce cabinet pour lequel il ne veut pas rentrer pour lui-même, pour ne pas se remettre en question. Mais il y est allé, bien sûr pour accuser les foules, mais quand même, c'est intéressant. Il est allé de ce côté-là. Donc, je vous retrouve tout de suite après le Flash Info, d'accord ? D'accord. À tout de suite, Nicole. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1.
Et toujours le 3921 pour me joindre. Ou si vous voulez nous envoyer des SMS, eh bien c'est le 73921 suivi du mot nuit en majuscule et de votre message. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et nous retrouvons Nicole. Nicole, vous êtes toujours là ? Oui, je vous écoute. Alors, nous terminions sur le fait que vous disiez que vous avez fait donc dans votre vie un certain chemin de travail avec un psy et que cela vous a fait évoluer, que par essence, votre mari s'est calé sur une femme qui était elle-même en mouvement, en évolution, ce qui l'a fait aussi évoluer, bien évidemment. Oui. C'est le cas aussi, vous savez, des... J'ai fait une analyse, C'est c'est ça. peut-être un peu différent. Oui, mais même si ça avait été... Thérapie normale. Bien sûr, mais c'est un travail différent en effet, mais le résultat, de toute façon, le but est le même, c'est-à-dire de faire évoluer un j'ai individu. compris. Et de fait, ça fait évoluer son environnement, puisque en fait, les mécanismes relationnels sont obligés de changer, parce qu'à partir du moment où vous changez votre position, l'autre ne peut plus jouer la même partition, puisque vous-même, vous avez changé de position. Donc, votre mari, un jour, et c'est là où nous en étions, est venu à forcer un peu la porte du cabinet de votre psy pour engueuler, gronder votre thérapeute en lui disant qu'on vous avait transformé, c'était quoi, en chair à pâté ? En chair à pâté, voilà. Donc c'est intéressant parce que d'abord, comme je le disais juste avant que nous devions interrompre, c'est intéressant parce qu'il est donc venu dans un cabinet de psy, ce fut une bonne excuse pour voir ce qui se passait de ce côté-là. Et puis aussi, ça révèle combien, d'une certaine manière, il estimait que vous étiez assez... D'ailleurs, tout à l'heure, vous employiez le terme soumise, assez malléable pour être la chair à pâté de l'un ou de l'autre. Donc, perdant le pouvoir sur vous, ça devenait le psy qui a fait de vous de la chair à pâté. Alors justement, revenons-en à cette histoire-là de soumission, Nicole. Votre psy vous pose des limites, vous aide à poser des limites, vous dit qu'il y a des limites à poser, et assez naturellement, vous êtes plutôt dans une certaine soumission pour attendre un peu son secours, sa compassion, ce qui ne marche de toute évidence pas du tout. Alors évidemment, on peut se poser la question, pourquoi, alors que ça ne marche pas, ma position est plutôt la soumission, jusqu'à ce qu'il réalise l'énormité de son attitude, ce qui risque fort de ne pas arriver, puisque votre mari est tout à sa peur. Oui. C'est ça qui est important. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi on s'acharne ? Aimer quelqu'un, vous savez, Nicole, ce n'est pas le laisser devenir monstrueux. Oui, donc, alors, si vous voulez, je comprends ce que vous me dites, parce que je comprends son agressivité à travers le travail que j'ai fait sur moi-même. Alors, il est inutile d'essayer de lui expliquer parce qu'on ne change pas l'autre avec des mots. Je sais très bien que le désir de l'autre, il change s'il doit changer, s'il prend conscience du mal qu'il fait. Mais même ou seulement s'il n'est plus possible de faire du mal. Il n'y a pas que la prise de conscience. La prise de conscience permet justement à un être de réviser son mécanisme. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Par exemple, si je croise un pervers, le pervers n'a de pouvoir avec sa perversion que si moi, je lui prête, je lui laisse la possibilité par mes propres fragilités de rentrer dans ce type de relation. Mais si je lui oppose un stop, parce que justement j'y vois clair, il ne peut pas agir ainsi. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, je ne suis pas en train de dire que votre mari était un pervers. Hein, votre mari, il est terrorisé. Je le pense quelquefois. Bon, écoutez, on l'a tous un petit peu en tout cas, parce que ça fait partie de nos mécanismes de vouloir manipuler l'autre comme étant un objet. Et la réalité, c'est qu'il nous faut nous rendre à l'évidence que nous sommes chacun des sujets, donc chacun acteur de notre vie. Sauf que là, Nicole, là où vous péchez, vous, c'est cette propension que vous avez à perdant vos repères et tout à votre déprime, ce que l'on comprend bien, et dépression, ce que l'on comprend parfaitement quand on sent son corps faiblir, parce que si votre mari a peur, vous avez peur vous aussi, eh bien on comprend bien que vous attendez le secours, et que pour attendre le secours, vous êtes plutôt en position basse, en position de soumission, en position d'attente, du coup en position de le culpabiliser pour qu'il réalise et pour qu'il réagisse, mais en réalité ça ne fait que nourrir son agressivité. Ce n'est donc pas une bonne méthode. Alors, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil ? Alors, évidemment, vous savez qu'on n'aime pas trop donner des conseils, mais parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais
De toute façon, c'est dans une voie, vous n'allez pas passer de la soumission à l'agressivité, mais c'est au non. Non, on n'est pas obligé d'être agressif. Non, on peut dire, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne veux pas me parler? Moi, je vais aller manger ailleurs. Je vais aller manger dans l'autre C'est ce que j'ai pièce. essayé de faire, mais il se moque de moi. Eh bien, vous le laissez se Il se moquer. moque de moi, il rit, et puis ça le fait pas bouger du tout. C'est pas grave. Il me dit, mais tu peux t'en aller où tu voudras, quand tu auras faim, tu reviendras. Ça y est, il mais- a le dessus, hein. Oui, non, mais il n'est pas question que vous partiez, que vous vous priviez de manger. Ça serait une autre position basse. Il est Mais question... j'ai essayé de faire ça. Je pense que c'est pour ça que le chirurgien me garde à l'hôpital et m'envoie en maison de repos. Parce qu'il a très bien compris quand il m'a dit comment ça se passe chez vous. Bon, je lui ai parlé de mon mari malade, mais j'ai pas compris pourquoi en 2 minutes il m'a imposé l'hôpital et la maison de repos. J'ai pas compris. Oui, ben c'est parce que, et bien sûr, il sent votre fragilité, votre difficulté à vous protéger. Du coup, il prend une position de protection lui-même. Mais vous voyez que le problème, c'est que pour être protégé, eh bien, il faut que vous soyez en souffrance et les autres vous protègent. Il faut que vous arriviez, et je sais combien, mon Dieu, c'est difficile, et certainement d'autant plus quand on est fragilisé physiquement, ce qui est votre cas, et en plus complètement déprimé, et voire dépressive, vous n'arrivez pas à trouver le ressort pour avoir assez d'élan pour dire, si ce n'est avec toi, si ce n'est manger avec toi, je peux manger toute seule. Si c'est tu ne veux pas parler, j'écoute la radio, de la musique et je chante. Et qu'il se moque pas, ça n'a aucune importance. Il ne faut pas donner d'importance à cette position qui est une position moqueuse et du coup sadique. Vous voyez, en fait, le sadisme ne marche qu'avec le masochisme. Plus on cultive, on a tous une part de sadisme, on a tous une part de masochisme, de perversion, etc. Mais plus vous allez ouvrir le champ de vos possibles en termes de masochisme, plus vous lui prêtez, vous lui donnez main forte dans son positionnement de sadisme. Et dire « je comprends ton agressivité, tout ce que tu dis de moi parle de toi », c'est parce que c'est comme ça, les gens, quand ils ont des choses à dire de méchants, ils ne font qu'évoquer ce qu'ils racontent d'eux-mêmes, la lecture qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc je comprends pourquoi tu ne peux pas parler parce que tu ne sais pas, tu te moques et tu me trouves un déchet parce que tu te sens un déchet. Je comprends ta peine, je comprends ta colère, je comprends ta peur, mais je n'accepte pas d'être ton réceptacle de ton agressivité, et je vais à côté, je vais manger, je vais écouter la radio, je vais téléphoner à X ou Y, voilà, il faut que vous ayez, et même si vous dites, bah vas-y, tu reviendras quand on aura marre, bah, vous reviendrez si vous avez un truc à venir chercher, mais pas parce que vous serez en manque de lui, vous reviendrez parce que vous avez un projet pour vous-même. C'est très important. Alors évidemment, je ne vois pas la situation, tout ça est à modérer, par la situation, mais en tout cas la ligne que je vous invite à explorer, et je pense que ça rejoint ce que votre psy vous disait, c'est de poser le stop. Si vous ne posez pas le stop, oui, automatiquement... je l'ai déjà dit, le stop, je ne te permets pas, je ne te permets mais il ne faut pas que le dire, il faut l'agir. Oui, alors vous savez, quand je suis rentrée de l'hôpital l'autre jour pour les visites de pré-chirurgie, je suis rentrée à la maison et je me suis surprise. Parce que bon, il m'a demandé alors qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. J'ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je me repose, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être malade, et à partir d'aujourd'hui, je me lèverai si j'ai pas mal, je ferai si j'en ai envie, je ne veux plus faire pour toi et je ne suis pas responsable de tes analyses. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne me demandes plus rien. Et j'ai tenu bon, mais ça n'a pas duré, parce que comment dirais-je, la violence verbale est arrivée, et donc, comment dirais-je, pour lui, être fragile, aller en thérapie, faire un travail sur soi, c'est être fou. Oui, mais comme beaucoup, et sans doute sa génération en particulier, bien sûr. Donc son ultime insulte, c'est votre folie. C'est de me dire que je finirai chez les fous. Et ça, le psy m'a dit, ne lui permettez pas de dire ça, c'est inhumain. On ne dit pas ça à une personne qui va voir un psy
parce qu'elle en a besoin. Bien sûr. Vous ne finirez pas chez l'époux, je vous en assure. Et moi, si vous voulez ça m'a tuée. Vous me croirez si vous voulez, j'ai fait un AVC dans la nuit qui a suivi. Oui, mais je comprends. Et vous comprenez que, justement, vos symptômes sont une façon de le faire taire, puisque les mots MOTS n'y suffisent pas. Du coup, votre inconscient profite de la fragilité de votre corps pour, avec des mots MAUX, le mettre face au risque de vous perdre, enfin qu'il vous perde, et que du coup, vous perdant, il se retrouvera seul avec sa peur. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que vous alliez dans une soumission qui amène une autodestruction, mais justement, il faut que vous puissiez régulièrement, de façon métronomique, repositionner sans agressivité. Il faut le faire vraiment sans agressivité, repositionner à chaque fois le stop, le je ne suis pas disponible, le je comprends ta peur, j'en suis désolée, mais je ne peux rien. Moi, je suis en train de gérer la mienne. Je suis en train de gérer mes symptômes. Voilà, Nicole. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite beaucoup de courage. Et encore une fois, c'est pas facile de faire face à l'autre, mais c'est encore moins facile de faire face à notre inconscient qui nous pousse souvent pas du bon côté. Oui, moi, si vous voulez, mon inconscient, il me pousse du côté, je vous le dis, parce que j'ai un engagement religieux, c'est aimer au-delà de tout. Oui, mais... Et aimer au-delà de tout, ça ne veut pas dire se perdre. Bien sûr. Ça veut dire aime-toi d'abord pour aimer les autres. Sinon, c'est faux. Donc, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est aimer au-delà de tout. Et si on lit certains textes religieux, c'est aimer en s'oubliant totalement, quoi. Oui, mais ça, c'est encore une lecture. Aimer en s'oubliant totalement, c'est une lecture qui sert, j'allais dire, la tyrannie. Il faut aimer, c'est aussi protéger l'autre de sa propre tyrannie. Aimer, c'est aussi le recadrer plutôt que de le rendre un meurtrier ou un tyran. Quand on aime les gens, on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Une maman, si elle a un enfant qui est capricieux, très capricieux, super capricieux, si elle le laisse faire, parce que comme elle l'aime, elle lui achète le premier paquet de bonbons, le deuxième, le troisième, eh bien cet enfant ne pourra pas vivre correctement puisqu'il ne sera que caprice. Il ne pourra pas accepter d'attendre, il ne pourra pas accepter de partager. Il sera totalement associable. Une maman qui aime son enfant, elle lui dit non, tu ne manges pas de bonbons. Voilà. Merci de vos conseils. Je vous en Ça prie. va me rassurer, me réconforter et m'enlever les données négatives de se dire vol au secours de tout le monde, etc. Je pense que ça fait partie aussi de la personnalité profonde qui est faussée à l'origine, quoi, Bien finalement. Sûr. C'est pas à l'origine, on a tous une origine, mais en tout cas, pour aider l'autre, c'est comme dans les avions. On met d'abord son masque à oxygène avant de mettre le masque à son voisin ou à son enfant. D'accord. Protégez-vous. Oui, c'est une belle image que je vais noter tout de suite. Très bien, Nicole. Merci, Catherine. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir, Nicole. Vous aussi, venez vous confier à Catherine Blanc en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Leclerc. Tiens, tu traînes au rayon café? Et alors, ça t'étonne? Bah, vu qu'en ce moment, le paquet de 60 dosettes de café Senseo est à 3,76 € avec 34% de réduction, soit 9,04 € le kilo, je pensais plutôt croiser ton copain, le café maniaque. Ah mais non, j'ai planqué le catalogue. Moins de 7 centimes la dosette, il m'aurait pris tout le rayon. Alors que toi, juste 4 paquets. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 13 au 24 juillet, modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et nous recevons à présent Marie-Noël. Bonsoir Marie-Noël. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Oui, donc
Je vous écoute, Oui, dites-moi. je pense qu'on a dû un peu vous le dire, non? On va vous expliquer ou pas? Ah bah non, Non, d'accord, je d'accord, vous accueille. d'accord. Alors dites-moi de quoi Voilà, parlons-nous et voilà. nos auditeurs non plus ne sont pas au courant. Donc dites-moi. D'accord. J'appelle pour ma nièce qui a 27 ans et Oui, qui a un cancer depuis l'âge de 21 ans. Elle se bat contre un cancer. d'accord. Et donc, on lui a enlevé un poumon parce qu'ils ont découvert une grosse masse. Donc, c'est un sarcome, je ne sais plus, graisseux, ils appellent ça. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, là, ils ont enlevé le poumon parce que la masse était trop grosse. Et donc, il y a quelques mois, ça a récidivé de nouveau. Deux masses est arrivée au niveau du foie, non, de l'estomac et de l'aorte. Oui, Donc, elle a fait des rayons. Donc, ça a fonctionné. Et puis là, elle a une troisième récidive. d'accord. Donc, toujours des masses. Et puis là, ils ont découvert des masses au niveau pelvien. D'accord. Donc là, elle attaque la chimio. Mon Dieu, c'est... Donc, elle a déjà attaqué une fois, déjà. Oui, Et le problème, c'est qu'elle perd ses cheveux. Et elle est jeune et elle voulait pas perdre ses cheveux, mais bon, elle n'a pas le choix. Elle commence à les perdre. Et le problème, c'est que les perruques, c'est très cher. C'est remboursé par la Sécu, mais à moitié prix. mhm, Et vu qu'elle n'a pas trop les moyens, je ne sais pas comment je pourrais faire. S'il y en a qui ont eu ce problème, d'accord. Donc, voilà, voilà. alors déjà, ce que vit votre nièce est absolument horrible, évidemment. Elle est toute jeune. Oui, Et, en plus, elle a 2 enfants, deux filles. mon Dieu. Et qui ont quel âge, De l'une et 9 l'autre? et de 6 et 11 ans. D'accord, d'accord. Elle a eu sa première très jeune. Ah. Voilà. Mais bon, elle leur a expliqué dès le début, la petite, avec les mots les mots d'enfant, et l'aînée avait compris un peu par elle-même. Parce D'accord. qu'elle lui a demandé si sa maman, elle lui a dit, mais dis maman, tu n'aurais pas un cancer? Et puis elle lui a dit si. Et il y a un Voilà. elles ont un papa, ces deux petites filles? Oui, mais la maladie a fait qu'en sorte qu'ils se sont séparés il y a un an, en pleine récidive, quoi. D'accord. Donc ça a enclenché, voilà. Mais bon, ils s'entendent pour les enfants, ils s'arrangent entre eux, voilà. Mhm. Et actuellement, elle est souvent chez moi, parce que moi, je la laisse pas seule quand elle fait sa chimio. Et là, en plus, elle a fait une légère dépression et elle a fait une TS, mais je pense que c'est un appel au secours, en fin de compte. Oui, je pense qu'une légère dépression, c'est un mot délicat, parce que comme en pareille situation, il est quand même très Oui, compréhensible. c'est surtout sur la troisième, parce que les deux autres, elle a été battante, elle a dit bon. Mais là, la troisième, elle s'attendait pas du tout à ce que... Mais bien sûr, Voilà. et puis le Voilà. corps s'épuise. Il y a le psychisme qui s'épuise, parce que les combats, ça va quand on a quelques victoires, mais quand derrière la course recommence, le corps peine évidemment. En plus, il est quand même éprouvé, même par les traitements qui sauvent. Ouais. Et Surtout, elle avait repris un petit boulot en espérant que elle croyait que c'était un peu derrière elle. Là, elle avait repris un boulot de 3 mois avant que sa réussite arrive, la troisième. Et ça marchait bien, elle était en CDI, il l'avait embauchée en boulangerie et tout, à la caisse. Et là, du coup, elle a tout arrêté de nouveau, puisque chez nous, voilà. oui. Voilà. Alors évidemment, si nos auditeurs ont rencontré pareille situation, si les uns et les autres, puisqu'on parle beaucoup de cancer ce soir, et c'est vraiment, quelle que soit la couleur de ces cancers, c'est vraiment la maladie du siècle et d'une cruauté incroyable qui touche toutes les générations. Si certains de nos auditeurs vous avez des associations, des plans pour des perruques, je sais qu'il y a aussi des magazines. Il y a un magazine qui s'appelle Rose, qui est un magazine qui justement est essentiellement pour les femmes et les femmes atteintes de cancer, pour les aider, les accompagner, préserver leur féminité, leur donner des conseils. Peut-être que déjà c'est un magazine dans lequel vous pourriez trouver... Oui, mais là on a vu une esthéticienne pour la maquiller, tout ça. Pour ça, c'est bon. Elle lui a expliqué, donc on a mis tout en œuvre. Moi je l'ai encouragée et on a fait ça. Mais le problème, c'est la perruque, quoi. Parce qu'elle veut pas elle veut pas ce qui se fait, c'est joli, mais elle veut pas que sa fille s'aperçoive de sa maladie, en fin de compte. Elle veut rester telle qu'elle est, quoi. Bien le sûr. plus possible, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est d'ailleurs toujours extrêmement émouvant de voir que nous tenons à des choses qui sont, j'allais dire, on pourrait dire très artificielles par rapport à un poumon, par rapport à qui eux sont absolument indispensables. Et c'est vrai que, et notamment les femmes, particulièrement les femmes, oui, tiennent à leurs je cheveux. la comprends, parce que moi je bien fais sûr. pareil. Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais pour les gens qui ne sont pas malades, ils ont du mal à comprendre que les cheveux sont des choses importantes, importantes pour une femme et son regard sur elle-même.
pour une sorte d'idée de sa dignité aussi. Pourtant, même sans cheveux, une femme ne devient pas un homme. Les hommes perdent leurs Oui, cheveux oui, pour oui, oui, beaucoup, oui. et on n'a pas le sentiment qu'ils sont moins puissants. Au contraire, surtout à notre époque où on y voit beaucoup de virilité. Mais pour les femmes, c'est comme si elles perdaient tout leur atout de féminité, et c'est extrêmement douloureux. Donc effectivement, alors là, moi je peux pas vous dire comment faire pour s'il y a une partie de la perruque qui est remboursée. Si, je le sais, c'est en s'est renseigné, mais bon, par rapport au prix, c'est pas beaucoup, quoi, parce que Bah oui, c'est vrai que, ouais, parce que la perruque en elle-même coûte à peu près 800 €, ils en remboursent 350, voilà. Oui, ça fait encore Donc, et vu beaucoup qu'elle passage. travaille pas et qu'elle est en maladie, c'est un peu juste, quoi. Mais bien sûr, et elle Et a vu aussi. que nous, on l'aide pour l'appartement, on cotise à toute la famille pour l'aider au maximum, quoi. Donc, Bien c'est sûr, vrai que, voilà. bien sûr. Peut-être faudrait-il vous rapprocher d'associations qui puissent voir si, parce qu'il doit y avoir aussi, sans doute, pour des gens qui sont plus en difficulté, sans avoir à passer par la sécurité sociale, il doit y avoir peut-être des associations. Vous savez, il y a des coiffeurs aussi, je sais, qui récoltaient des cheveux, des femmes aussi qui venaient Oui, donner je leurs sais, oui, cheveux. oui. Pour justement Je sais, aider. Il y a ouais. souvent des associations de femmes entre elles pour se soutenir là-dedans. D'où le fait que je vous disais peut-être regarder du côté des associations, du côté des magazines spécialisés qui sont Oui, maintenant, ben, je je crois, te laisse faire. dans les salles d'attente aussi, souvent des oncologues. Il y a aussi sur Internet, je ne sais pas si elle est. Ben, j'ai regardé beaucoup sur Internet. Oui, je regarde, je m'informe en fin de compte. Donc, Bien sûr, parce que là, vous devez voilà. avoir aussi beaucoup d'échanges de personnes qui ont fait déjà ce parcours de la combattante et qui peuvent dire voilà où est-ce qu'il ne faut pas aller, les ornières des cheminements de soins, où est-ce qu'on a trouvé du secours, qui peut aider. Heureusement, on est dans un monde souvent très égoïste, mais il y a aussi, à l'inverse, parce que il y a justement des gens qui, choqués par tout ça, mettent en place des tas de choses. Donc, je suis sûre, encore une fois, amis auditeurs, si vous avez des bonnes idées, si vous avez des bonnes adresses, des Voilà, numéros de c'est ça. téléphone, Ouais. surtout, n'hésitez pas à envoyer-nous un SMS 739 21, suivi du mot nuit en capitale et de votre message pour que nous puissions transmettre à Marie-Noël les coordonnées, les aides, voilà, pour qu'on puisse faire une chaîne humaine de compassion et de sauvegarde, qu'on ne reste pas chacun protégé dans notre petit intérieur, ou dans la peur de la contamination, de la souffrance, de la tristesse, de la maladie. Il n'y a rien de contagieux à aider les gens, au contraire. Bon, et Marie-Noël, Voilà. vous, dans tout ça, Oh, ben, c'est dur, parce que en fin de compte, on l'a élevée toute petite. Enfin, ma maman l'a élevée parce que sa maman s'en est jamais occupée. Et puis, elle a eu un passé assez lourd, quoi. Bien Et sûr. maintenant, ce cancer, donc c'est vraiment lourd. Hein. Mais bien sûr. Vraiment lourd. Et puis, je suis sa marraine, donc je suis très proche d'elle. Elle allait en vacances avec nous quand elle était petite, avec nos enfants et tout. Donc, elle est proche de mon fils aîné. Donc, c'est dur. Mais bon. Je comprends. Vous savez, on pourrait se dire le sort s'acharne, mais on peut aussi. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait, Tati, pour que j'ai tout ça. J'ai dit, t'as rien fait, la maladie, c'est comme ça, et il va falloir se battre. Oui. Et on se battra ensemble et on t'aidera du mieux qu'on peut. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'espère qu'elle est entourée de médecins de confiance. Oui. Je pense que oui, depuis qu'il la suive, elle a un bon cancérologue. Si, elle est bien entourée. Si, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Là, de ce côté-là, oui. D'ailleurs, il a su toujours au même endroit. Ils ne veulent pas qu'elle aille ailleurs, ni pour la chignon, ni pour. Elle a été dans des bons centres pour tout ce qui est rayons, tout ça. Oui, elle est bien entourée. Bon. Oui. Bon, mais de toute façon, j'allais dire, plus que jamais, notamment quand la maladie frappe aussi durement, plus que jamais, il est important de vivre l'ici et maintenant, pas remettre à demain les échanges, les paroles, les soutiens. Les plaisirs aussi, parce que la maladie ne peut pas régner en maître des lieux, en maîtresse des lieux. C'est important aussi de pouvoir lui faire la nique, pardonnez-moi l'expression, justement en
en trouvant du bonheur, des petits bonheurs à faire flamber au beau milieu de la journée pour justement faire un contre-pouvoir à la maladie qui, elle, a un C'est ce qu'on message. fait, on en rigole un petit peu, on blague. Même sur la maladie, j'essaie de blaguer, de la taquiner un peu parce qu'elle le prend bien et tout. Et donc, c'est vrai qu'elle en rigole elle aussi par moments, donc on essaye. Et puis, bon, elle sort avec nous, elle est souvent à la maison, donc voilà. Voilà. Eh ben, Elle est bien entourée, on essaye dès qu'on peut, on fait des choses. c'est bien, elle a une gentille marraine, une tante et une marraine, elle a bien de la chance. Si Oui, le début de vie était cabossé, si l'enfance était difficile, elle a en tout cas une jolie fée à côté d'elle. Oui, puis elle est tombée sur un premier copain qui l'a batté, le père de son fils, donc c'est vrai que de sa fille, excusez-moi. C'est vrai que ça a été un peu dur, donc les débuts, elle a vraiment eu une vie pas trop facile, quoi. C'est ça. Voilà. Et elle se fait du mal aussi. Bon. Ouais. Eh bien, écoutez, Voilà. prenez soin d'elle comme vous le pouvez, mais en prenant soin de vous-même, parce que, encore une fois, parce qu'on est vite, on est vite submergé, on est vite pollué par le souci que l'on a pour l'autre. Donc, il faut régulièrement vous réoxygéner vous-même, vous retrouver de l'élan pour pouvoir l'aider au mieux. Sinon, évidemment, c'est tout le monde qui s'écroule. Oui, je sais, oui. On essaye, Et ces enfants ont besoin qu'il y ait de la sécurité par ailleurs. Oui. Bon, je vous souhaite bon courage, Marie-Noël, et ne vous inquiétez pas. Je vous remercie de m'avoir pris à l'antenne. Je vous en prie. Et ça arrive souvent un petit peu comme ça en décalé, mais Bastien et Fanny ne manqueront pas de vous communiquer ce que nos auditeurs auront envoyé à votre destination. D'accord. Et puis, je voulais remercier la Libre Antenne parce que vous faites des belles choses et vous êtes excellents. Et moi, je vous écoute depuis des années. Et puis, même tous les soirs. Eh bien, écoutez, les animateurs se succèdent, se remplacent. Et je remercie mais nous sommes tous même tous ceux qui vous accompagnent aussi. Oui, ils sont super. J'ai été reçue par une gentille personne. Bon, tant mieux. Je veux croire que nous sommes une équipe qui veillons à mettre beaucoup de bienveillance. Voilà, les uns et les autres, chacun avec nos personnalités, pour vous accompagner comme nous le pouvons pendant ces heures nocturnes. Voilà. Bon, je vous remercie. Prenez soin de vous, Marie-Noël. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1. Bonsoir Richard. Bonsoir Catherine, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, dites-moi? Eh bien, écoutez, je vais bien et j'aurais aimé sensibiliser des personnes, des parents, des jeunes peut-être qui vous écoutent à cette heure-là, peut-être, c'est possible, oui, des jeunes. J'espère, franchement. Oui, vous espérez aussi. Vous me direz, il fait quand même beau et ils ont été beaucoup enfermés, je comprendrais très bien que les uns et les autres soient dehors. Hein. Oui, eh bien écoutez, s'ils peuvent écouter ce message-là, ça leur fera du bien, et surtout aux parents aussi qui ont des enfants qui dérivent un petit peu, si vous voulez. Parce que c'est votre histoire, Richard? Oui, exactement. D'accord. Alors, par où je commence? Par le début? Alors, peut-être pas quand vous êtes né, mais on peut essayer de faire quelques ellipses. Voilà, faites-nous des ellipses, je vous en prie. Sinon, le message ne va pas passer. On va commencer par... on va parler d'addiction, si vous le voulez bien. D'accord. Alors, d'abord, vous avez quel âge, Richard? Alors, j'ai 35 ans. 35 ans, et donc les addictions qui vous ont tourmenté ont démarré quand et sur quoi? À l'âge de mes 15 ans. D'accord. Donc, dans ma jeunesse, il a fallu... Mais j'ai eu une enfance très heureuse, qui a été vraiment une enfance pas dorée. Vous savez, un milieu... un papa mécanicien, une maman nounou, vous savez, tranquillement, tout bien. D'accord. Et par contre, c'était une pression, en fait, de toujours être le meilleur. On est une fratrie, on est trois frères et sœurs. Et il fallait toujours être le meilleur. Et donc, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, ça. C'est-à-dire que il fallait toujours le meilleur tout le temps. Du coup, on a une petite pression quand même. Alors, c'est être le meilleur entre vous, c'est-à-dire c'est de la fratrie, non meilleur par rapport aux voisins, par rapport aux autres. On compare pas aux frères et sœurs. Ouais, non, pas du tout. Non, c'est pour soi-même. D'accord. Voilà. Et par exemple, ils n'ont jamais dit à mon frère d'être meilleur que moi ou non, c'était vraiment nous-mêmes. Soyons les meilleurs par rapport à ce qu'on fait dans la vie. Moi, je voulais être sportif de haut niveau. Mon frère voulait être sportif boxeur. Ma sœur voulait être pas sportive, mais voulait être dans l'art. Donc, du coup, on a toujours
C'était pas une pression, mais il fallait qu'on soit les meilleurs dans quel domaine on voulait choisir. Il fallait qu'on soit les bons. Voilà. Et donc, du coup, on est les meilleurs. Donc, il se passe qu'on est les meilleurs en classe, il se passe qu'on est les meilleurs en sport et tout ça. Et finalement, il s'arrête qu'au bout d'un moment, quand on grandit, je pense qu'à l'adolescence, on a envie de se détacher de tout ça, en fait, finalement. Il y a trop de pression, finalement. C'est pas la faute des parents, ils font ce qu'ils peuvent. Ils veulent qu'on soit les meilleurs parce qu'ils viennent de très loin. Moi, par exemple, mon père était un fils de harki, ma maman a été abattue, mais bon, avec un grand-père qui était très difficile. Donc, du coup, en fait, ils ont voulu le bonheur pour leurs enfants. On va dire ça comme ça. Et puis, on fait le mieux. On fait le mieux. Et puis, au bout d'un moment, on grandit et puis on se rend compte on est les meilleurs, c'est génial. Puis, on se rend compte que finalement, c'est peut-être le meilleur qui est génial. C'est peut-être de s'amuser un petit peu, de relaxer un petit peu, de se détendre, on va dire ça comme ça. De se détendre. Et donc, du coup, il arrive un âge, pour ma part, ça a été mes 15 ans, et on va essayer enfin, mes 15 ans, 14 ans, ouais. On va fumer des cigarettes en cachette, hein. Puis après, on va commencer à fumer d'autres choses. Voilà. Puis, et c'est pour ça que je passe le message pour, si jamais il y a des parents qui nous écoutent, ce serait bien qu'ils puissent comprendre leurs enfants par rapport à ça. Et donc, du coup, on dit, voilà, j'ai été le meilleur tout le temps, j'ai toujours été premier de la classe, j'ai toujours été le meilleur, mais en fait, c'est une pression parentale. C'est pas de leur faute, ils font de leur mieux, mais on veut être le meilleur. Et puis, du coup, on veut s'amuser. Donc, on s'amuse, on fait des choses, et puis, il y a la fameuse vous savez, la fameuse légende qui dit que si on fume ça, si on fait ça, on va aggraver la situation. Quand on est jeune, on se dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible, on ne fera pas ça. Mais en fait, si, c'est véridique. On le fait vraiment. Moi, quand j'étais jeune, que j'ai entendu des médecins parler à la télé ou quoi que ce soit, qui me disaient, non, si un jeune fume comme ça, il va finir par prendre d'autres choses. Et ça se passe vraiment. Ça se passe vraiment. Et les jeunes ne se rendent pas toujours compte, ils ont le sentiment d'être au-dessus de cette possibilité. Ça, c'est un discours d'adulte et ils ne l'entendent pas comme une réalité. Exactement. Alors, Richard, un instant, on fait une petite pause pub et on reprend l'histoire. Oui. D'accord ? À tout de suite. Et nous vous retrouvons, Richard. Donc, vous nous expliquiez que lors de vos 14 ans, après avoir été un élève exemplaire, premier de la classe avec un avenir de meilleur, tout d'un coup, on se laisse gentiment glisser dans des aventures différentes. On fume une cigarette, on fume autre chose. L'entourage dit que fumer peut entraîner d'autres désirs et d'autres risques et potentiellement des addictions. On n'y croit pas et on continue. Donc, c'est ce qui s'est passé et vous êtes allé sur des drogues dures ? Sur des terrains glissants, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent invincible quand on est jeune. On se sent invincible, on y va. Écoutez, moi j'ai donné tout pour faire plaisir à mes parents, entre guillemets, faire plaisir à mes parents. Donc, c'est par exemple, l'exemple que je vais donner, par exemple, là, il y a plein de parents qui pourraient se retrouver confrontés à ça, c'est leurs enfants. Quand ils sont en troisième, on leur dit « Ok, t'es en troisième, là, il va falloir que tu choisisses entre partir en bac L, en bac maths, littéraire, ou alors aller faire un BEP. » C'est exactement ce qui se passe à cet âge-là. Et déjà, à cet âge-là, se confronter à ça, je trouve que pour moi... C'était une responsabilité difficile, un choix difficile. Quand on est jeune, je pense pas qu'on ait la mentalité et la maturité pour se dire je veux faire ça comme pour plus tard. Et moi à l'époque, par exemple, je voulais être musicien. Voilà, je veux être musicien. Donc vous voulez être musicien, mais votre père, vous voyez sportif de haut niveau ? Sportif de haut niveau, oui. Champion de France de boxe. Mais ça, c'était votre père qui voyait ça ? C'était mon papa, voilà. D'accord. Et donc nous on se dit je veux faire autre chose et puis j'ai pas moi j'ai été par exemple vous savez si j'ai fait du karaté, j'ai été ceinture noire marron et si les karatékas m'écoutent, ils savent très bien que la ceinture noire c'est pas avant 18 ans. Donc du coup à 11 ans j'étais ceinture noire marron. Et là, pour nous c'est une déception parce qu'on n'a pas la ceinture noire, on n'est pas les champions. Mais on n'a que 11 ans. 18 ans.
Mais on n'a que 11 ans. Voilà. Et donc, du coup, moi, un truc qui m'intéressait, c'était la musique. J'ai toujours été musicien. Et donc, du coup, je m'étais dit, tiens, tant qu'à faire, autant aller dans un chemin qui m'amènera à l'audiovisuel, par exemple, vous savez. Donc, du coup, j'ai fait des études. Donc, je pars en BEP. Sauf quand on part en BEP, on part en BEP électrotechnique, on branche des câbles, on va sur le chantier, on casse des murs. C'est pas un truc qui nous intéresse, quoi, franchement, quand on est enfant. Et donc, du coup, on s'enterre dans une espèce de cheminement qui nous amène loin de ce qu'on voulait être, finalement. Donc, du coup, en fait, on est fatigué de ça. Et moi, je m'ennuyais à l'école. Je suis pas Einstein, attention. Mais je m'ennuyais vraiment à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on me proposait, je trouvais ça trop facile et ça ne m'intéressait pas. Donc, du coup, j'ai quand même fait le cursus scolaire pour faire plaisir à mes parents. Voilà, justement. Donc, c'est pour ça que je parle bien des parents depuis tout à l'heure. C'est bien pour ça que je parle de ça. J'ai bien entendu et vous inquiétez pas, je vais vous en parler. Voilà. Et donc, du coup, pour faire plaisir aux parents, on fait le cursus scolaire et je leur ai dit à mes parents, quand j'étais jeune, j'ai dit, écoutez, quand j'aurai tous mes diplômes, vous serez satisfaits? Ils m'ont dit oui. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose, j'aurai tous mes diplômes et une fois que j'ai tous mes diplômes, il faut me laisser tranquille. Donc, j'ai eu tous mes diplômes, je sors de ça, j'ai tous mes diplômes. Qu'est-ce que je fais après? Je fais tout le contraire de ce qu'on m'a demandé. Voilà, en fait. Et donc, du coup, donc, je reviens même sur la dictologie. Hein. C'est un truc qui est bien précis dans ma tête. C'est la discussion que je voulais avoir ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout pour faire plaisir à nos parents, mais finalement, on ne se fait pas plaisir à nous-mêmes. On fait tout en sorte pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient fiers de nous. Qu'ils soient fiers de nous. On l'a tout fait. Et une fois que ça a été fait, pof, moi j'ai changé du tout au tout, quoi. Je suis parti ailleurs. J'ai été expérimenter je sais pas si on peut le dire à l'antenne. On ne veut pas savoir. Non, si. Ah, voilà. Je vous taquine. Voilà. Mais on n'est pas obligé de donner ni ce qu'on a pu consommer, ni ce que ça fait, ni où on le trouve, et ni combien ça coûte. Voilà, on aura compris, vous êtes allé là où il ne fallait pas, et jusqu'à en être complètement addict, jusqu'à être un toxico, c'est ça? Oui. Polytoxicomane. Polytoxicomane, d'accord. Et vous en êtes sorti comment? Alors, passons maintenant, sinon on va passer toute la nuit avec vous. Comment on est sorti? Voilà, désolé. Non, mais j'adore, mais simplement, je vais du coup être interrompu par un carillon à un moment donné. Donc, essayons d'avoir la fin de notre histoire. Ok, d'accord. Donc, du coup, au final, on passe par ces étapes-là. Oui. Et puis, on essaie de s'évader moralement. Et il faut bien que les parents comprennent ça. Hein. On essaie de s'évader de tout ça. On essaie d'oublier tout ça, en fait. On va faire les rebelles, entre guillemets. On passe à côté voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut nous laisser notre vie. Il faut être libéré, entre guillemets. Et finalement, une fois qu'on a arrêté ça, c'est très dangereux parce qu'on a été très loin. Donc, du coup, on est suivi parce qu'on était très, très loin. Et une fois qu'on a arrêté toutes ces choses-là, entre guillemets, c'est pas facile de s'en sortir. Du coup, il faut un suivi. Et ensuite, on se dit, si ça c'est interdit, qu'est-ce que je fais? Je vais au magasin. Parce qu'au magasin, il y a quoi? Il y a de l'alcool, Catherine, vous savez bien? Ah non, je ne savais pas. Et voilà. Donc, on trouve des choses qui s'achètent facilement, ouvertement et facile, et qui permettent de continuer l'addiction, bien évidemment. Voilà. Et après, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, facilement, on fait quoi? On part dans les magasins, on achète nos machins, on a arrêté toutes les choses prohibées. Et ce que l'État nous autorise, c'est faire quoi? C'est acheter l'alcool. Oui, donc, même considéré comme une denrée indispensable en temps de Covid. Vous trouvez pas ça incroyable, franchement? Incroyable. Mais bon, je comprends pour les commerçants, mais pas pour les consommateurs. Mais vous trouvez pas ça incroyable, franchement? C'est pas incroyable, ça? C'est incroyable. C'est horrible, hein? C'est horrible. Alors, poursuivons. Donc, vous consommez tout ça. Vous m'avez toujours pas dit comment vous vous en sortez. Justement, j'en arrive. D'accord, merci. J'y arrive. Je suis impatiente. J'y arrive. Vous me faites un teasing épouvantable.
C'est 20 ans de ma vie, donc du coup, je résume. Hein, non, mais c'est super, mais c'est un teasing. Il faut que vous écriviez des films policiers. Le teasing est terrible. On se demande ce qui va se passer. Alors, apparemment, il faudrait que j'écrive un film sur ma vie. Ce serait apparemment. Voilà, vous l'écrirez. Alors, pour l'instant, faites-nous un truc un peu plus raccourci. Plus simple, raccourci. Donc, du coup, on arrive à ça, et c'est très facile. Et après, moi, j'ai eu des responsabilités. J'ai été comment on appelle ça ? J'étais patron. Par contre, je ne dirais pas de quel boulot, parce que si on m'écoute à l'antenne, on va savoir peut-être que c'est moi dans le coin. Je sais pas. Donc, du coup, arrivé à ce point-là, la descente aux enfers, pof, donc avec l'alcool. Descente aux enfers, et après, pour moi, j'ai rencontré une femme vraiment que j'aime, plus que tout au monde, vraiment. Et je l'ai perdue à cause de ça, à cause de l'alcool, voilà. Et du coup, on se remet de ça difficilement. Et je vais être honnête avec vous, là on vient de passer de mes 15 ans à mes 35 ans d'aujourd'hui. Ah, on a fait un jump là. Et j'ai l'impression d'être un enfant, parce que quand on prend des drogues comme ça, quand on prend des substances, on reste bloqué, notre cerveau il est bloqué à cette époque-là. C'est pour ça que j'aimerais bien que les parents comprennent que leurs enfants, quand ils font ça, c'est pas une provocation, c'est juste qu'ils veulent essayer d'enlever de la pression. Pas tous, hein. Pas Bien tous. sûr. Alors, Richard, avant que je puisse réagir à cela, si vous le permettez, on fait une petite pause pub à nouveau. C'est un petit peu lourd, mais je suis désolée, c'est un peu le fonctionnement de l'émission. On fait une petite pause pub, je vous retrouve après. Et avant la pause pub, je voudrais remercier Sophie et Maya pour les messages qu'elles ont laissés à notre auditrice précédente, et nous lui communiquerons les coordonnées. Merci à toutes les deux. Voilà, à tout de suite, une petite pause pub. Richard, donc nous reprenons ensemble donc ce que vous venez de me dire. Donc nous avons fait de vos 14 ans à vos 35 ans tout le déroulé du bon élève à celui qui va expérimenter une première chose, une deuxième chose, et puis finalement qui va entretenir des liaisons dangereuses avec des substances d'abord illicites et puis après autorisées, que sont l'alcool, ce qui va vous permettre de cheminer comme vous le pourrez, mais rater une histoire d'amour parce que évidemment vous étiez tout à votre addiction. Alors aujourd'hui vous ressortez de cela. Ceci étant, vous passez ce message parce que vous avez besoin, avez-vous scandé moult fois, de dire aux parents que quand les enfants font ça, ce n'est pas par provocation, mais par expérimentation, curiosité. Moi j'ai surtout entendu... Non, alors je dirais pas par expérimentation ou par curiosité. Je dirais que ce serait... Pour enlever la pression, vous me disiez. Oui, voilà. Pour faire retomber la pression. Exactement. Et donc, mais par contre, ce n'est pas une excuse pour le faire. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est très important, et vous avez raison de préciser, de me corriger, parce que, en fait, toute la difficulté que j'entends dans ce qui a été votre parcours, c'est un parcours... j'allais dire d'enfant modèle, qui est rentré dans un costume qui était trop étroit, dans lequel il étouffait. Merci, voilà. Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, vos parents n'ont pas été des parents tyranniques. Ce sont des parents qui ont tout mis en œuvre pour s'intégrer, tout mis en œuvre pour trouver leur place, et attendant de leurs enfants qu'ils soient accueillis et dans un pays parce que les meilleurs, comme des parents qui ont voulu, d'une certaine manière, que leurs enfants soient la représentation de leur propre réussite. De leur propre réussite à eux, voilà. Exactement. Et donc, du coup, sans y prendre garde, encore une fois, il y avait pas une ordonnance tyrannique, mais leur souhait d'intégration, leur souhait d'offrir le meilleur au pays dans lequel ils évoluaient, et tout en gentillesse, puisque vous disiez avoir une enfance douce et confortable. Ah oui, moi je pense qu'elle était très dorée, oui, exactement. Oui. Et comme elle était dorée, eh bien, les enfants que vous étiez, et vous en l'occurrence, vous étiez presque en devoir de leur rendre l'appareil par l'obéissance à leur attente. Donc en fait, toute votre enfance et adolescence, début d'adolescence en tout cas, va être de répondre à l'attente parentale pour leur rendre leur amour, pour être à la hauteur de ce qu'ils attendent, de veiller à être bon,
toujours bon, toujours meilleur, tant scolairement que sportivement en ce qui vous concerne, et ceci de façon assez surdouée, puisque vous disiez vous ennuyez à l'école. Si vous vous ennuyez à l'école en étant le bon élève, c'est que vous avez un cerveau qui marche très bien et très rapidement, et que du coup, il avait besoin d'être beaucoup plus nourri que le rythme dans lequel il était éduqué en réalité. Il avait vraiment besoin de beaucoup de nourriture. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que les enfants qui ont un cerveau bien fait, pour ne pas dire surdoué pour certains, eh bien, ne sont pas automatiquement des enfants qui réussissent, parce que c'est difficile de suivre un rythme qui n'est pas toujours aussi nourrissant que ce dont on aurait besoin. Et souvent, ce sont des enfants qui, comme ils s'ennuient, cherchent des choses ailleurs, cherchent à se réaliser sur d'autres choses. Dans votre cas, c'est pas une réalisation, mais il y avait une sorte d'attente lourde, forte, et à la fois un ennui profond, qui vous a fait tout d'un coup tester une chose ou deux, ce qui vous a donné peut-être aussi dans votre communauté de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui vous entouraient, une sorte de position, etc. Donc on a fait un peu, on continue, ça permet d'inscrire. C'est pas un peu, par exemple, on devient chef de bande. Peut-être quand on est enfant, vous voyez, mais bien on devient sûr. chef de bande. Et puis comme on est intelligent, on n'est pas un suiveur, on est un chef de bande, bien sûr. Voilà, et puis et on n'arrête pas. Et on n'arrête pas, parce que si on est un chef de bande, on lâche pas son rôle, puisque ça positionne. Et puis en plus, comme on étouffe un peu d'être l'enfant parfait de ses parents, devenir le chef de bande d'une bande à côté, c'est créer une autre type de famille avec d'autres libertés, d'autres possibilités, etc. Donc effectivement, le message que je me permets moi de passer aux parents suite à votre témoignage, c'est que les enfants ne font pas exprès de faire de travers. Ils cherchent simplement leur réalisation. Justement, oui, bien, exactement, c'est exactement ça. Et quand on est trop enfermé dans l'attente du parent, même si on en a la compétence, évidemment, c'est au moment de l'adolescence qu'on a envie de se positionner. Pardonnez-moi, Catherine, même un peu plus jeune, pardonnez-moi, un peu plus jeune. Vous avez eu... on commence déjà à faire ça. Bien sûr, à dire je, et pas vous, et pas pour vous, oui, c'est voilà. je. Exactement. Et à la fois, l'enfant est tiraillé entre répondre à l'attente des parents et avoir envie d'exister par lui-même. Et donc, c'est un pas facile, une chute facile dans des petites choses soi-disant pas addictives, qui deviennent évidemment presque un code d'honneur, un mode de fonctionnement, ce qui en impose socialement. Et petit à petit, on est un bonhomme. Alors on fait un truc, puis on en fait un autre, et puis on le fait un peu plus hard et un peu plus dur. Et puis à un moment donné, on est prisonnier de quelque chose qui ne nous appartient plus. C'est que le cerveau réclame le nouveau shoot. Il réclame le nouveau shoot de drogue. Il réclame le nouveau shoot d'alcool. C'est très beau ce que vous dites là. Enfin, c'est très beau. C'est très réel ce que vous dites. C'est très réel ce que vous dites. Un nouveau shoot d'adrénaline, c'est exactement ça qu'on recherche quand on est comme ça. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'il y a dans le cerveau un circuit de récompense qui fait que le cerveau ayant enregistré ce qui a fait une espèce de feu d'artifice, eh bien, il réclame à nouveau ce feu d'artifice. Sauf que le feu d'artifice étant, si je veux un peu m'amuser et schématiser les choses, c'est un peu comme tout d'un coup un tableau électrique qui risquerait de tout d'un coup de prendre feu. Donc le cerveau va baisser le niveau pour justement, il va mettre des disjoncteurs pour éviter le shoot à nouveau aussi fort. Donc comme il est plus aussi fort le suivant, le cerveau réclame à nouveau et ça crée un mécanisme de dépendance. Et après, quand vous tombez dans l'alcool va apporter à nouveau ce même circuit, cette même tyrannie du cerveau qui réclame par le biais du sucre et des pics glycémiques qu'offre l'alcool. Et du coup, va entraîner une addiction qui fait monter la glycémie, chuter la glycémie, etc. Par contre, quelque chose que je vous ai pas dit, Catherine, du coup, c'est que moi, j'ai été en cure de désintoxication par rapport à l'alcool. D'accord. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà. Et donc, du coup, le problème qui se passe là-bas, c'est qu'en fait, on nous shoot de médicaments.
Et oui, c'est-à-dire que, en fait, vous savez, c'est ce qui est très difficile avec l'addiction, c'est que comme le cerveau devient tyrannique, il faut essayer de le tromper. Et pour le tromper, on essaie d'enlever une substance dangereuse et le tromper avec une autre substance présumée non moins dangereuse. Non moins dangereuse, moi je trouve que c'était vachement... Quand vous prenez du tertian, que vous prenez 40 kilos... Oui, c'est ça. J'exagère, hein, mais voilà, que vous prenez 40 kilos, après des médicaments que je n'aimerais pas, parce que je veux pas envie que les jeunes connaissent le nom des médicaments. Non, on ne veut pas savoir non plus. Voilà, exactement. Et vous, vu qu'ils connaissez, vous savez de quoi je parle. Oui, ces médicaments-là... Ce ne sont pas des cachous, bien sûr. Ce sont des vrais médicaments qui ont un effet. Des cachous et ils sont pas bons. Ce sont des drogues pharmaceutiques. Voilà. Quand on revient de là-bas, nous, ce qu'on veut, c'est arrêter de boire parce qu'on là, je parle vraiment de ma dernière addiction, c'était l'alcool. La dernière addiction en date, c'était celle de l'alcool. Et on revient de là-bas, on est des légumes, quoi. Donc, du coup, j'aimerais bien prévenir et pour dire, du coup, comme je disais tout à l'heure en commençant, et comme vous l'avez bien fait remarquer, c'est la pub. Écoutez, non, c'est pas la pub, c'est carrément la fin de l'émission. Mais en tout cas, merci. Je pense que vous avez été très clair, Richard, et merci de cette confidence, de tout votre parcours et de tout mon cœur. Je vous souhaite de remonter la pente, de perdre ces kilos, de rétablir ce microbiote à l'origine de ces kilos pris et de ces substances qui vous ont complètement déséquilibré. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée, Richard. Bonne soirée à vous. Au revoir, Richard. Au revoir. Voilà, cette libre antenne se termine, mais demain, même heure, même rendez-vous, je serai là pour vous accueillir. Pour l'heure, retrouvez tranquillement le chemin vers vos vies, vos rituels du soir, et peut-être laisser cheminer en vous les réflexions et nos échanges de ce soir, et tout ce que cela aura nourri en vous, comme par exemple ce dernier témoignage de Richard, pour réfléchir vos positions de parents, ou justement vos positions d'enfants voulant explorer d'autres lieux. Passez les uns et les autres une bonne nuit et retrouvons-nous, si vous le voulez bien, demain.